Alors moi je suis absolument ravie d'accueillir Bernard Benatar dans ce lieu qui commence à devenir un lieu familier, parce que quand on travaille sur la question de l'engagement, évidemment on pense à toi. C'est gentil. Oui, parce que à la fois il y a un engagement amical qui déjà en soi est précieux et une qualité qu'on aime à retrouver autour de soi, mais aussi parce que dans les valeurs qui sont les tiennes, alors qu'on a l'impression que tu prends des chemins de traverse, que tu fais de temps en temps soit des petits raccourcis, soit au contraire que tu nous emmènes dans des déambulations dans la pensée, eh bien, tu restes très engagé dans les valeurs qui sont les tiennes. Alors, il y a chez Bernard quelque chose d'atypique qu'on ne retrouve pas chez les orateurs habituels. Et à chaque fois que je t'ai entendu, que je t'ai vu intervenir, je me suis dit qu'il y avait quelque chose dans la pensée qui était de l'ordre du mouvement, qui était de l'ordre de... Je parlais de déambulation, mais de choses comme ça. Et alors, autour de ce thème-là, alors là, il me semblait impossible que ce cycle ne t'accueille pas. Donc je suis ravie, tu es philosophe, tu es psychosociologue, tu connais notre bocal du champ psychosocial aussi bien que nous, pour l'avoir exploré au fil justement de tes déambulations. Et tous ces titres-là, bienvenue ce soir, et je te passe le micro, en sachant que évidemment vous verrez Bernard Benatar est quelqu'un qu'on peut interpeller, sans problème. En gros, vous pouvez interrompre à tout moment. Voilà. Merci Christine, je suis presque intimidé par cette présentation. Mais tu peux. Je ne sais pas si je mérite toutes ces louanges, mais en tout cas, ça me fait plaisir. Merci. L'engagement, c'est une drôle d'histoire, parce que ça fait pas mal de temps que je m'y intéresse. Je sais. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde s'intéresse à l'engagement, à quoi je m'engage, ou dans quoi je m'engage. Ça, c'est une question ordinaire, en fait, de tout un chacun, quoi. Pour en faire une question philosophique ou pour en faire une question sur le côté. Enfin, finalement, c'est aussi des opportunités, des occasions. Mais c'est presque gênant d'ailleurs de réfléchir à l'engagement en le regardant plutôt que d'y être. C'est presque un peu... Ça sent presque des fois un peu imposture, quoi. Tu réfléchis ou à propos de ceux qui s'engagent pour de vrai. Donc pour moi, ça pose tout de suite cette question-là, de dire l'engagement, est-ce que ça se regarde du dehors ou est-ce que ça se regarde du dedans? Et quand on est engagé dedans, est-ce qu'on peut voir en quoi, comment, enfin bref, est-ce qu'on peut le penser, l'engagement? Est-ce qu'on se dit, tiens, je suis engagé? Enfin, alors, j'ai plein d'anecdotes. Enfin, moi, il se trouve que j'ai travaillé avec un syndicat professionnel. Bon, je peux le citer, d'ailleurs, je crois que c'était la CFE-CGC qui se questionnait sur la désaffection des adhérents ou des membres, des syndiqués, voilà. Enfin, surtout des jeunes, d'ailleurs. Et donc, on a fait tout un travail de réflexion sur qu'est-ce qui ferait que des jeunes voudraient bien s'engager, hein. Ça a été une vraie question. Et du coup, on a fait quelques comparaisons passé-présent. Ça a été... Je voudrais vous en faire part, un peu de cette comparaison passé-présent, à propos de l'engagement. Mais passé-présent, évidemment, c'est pas très rigoureux, mais enfin, on peut imaginer on peut penser l'engagement dans différentes époques. Il y a un livre de Benassayac qui dit de l'engagement dans une époque obscure. Je ne sais pas si notre époque est obscure, mais enfin, en tout cas, l'engagement dans les époques. C'est-à-dire, bien sûr qu'il y a des natures, des degrés, des qualités d'engagement qui diffèrent selon les époques. Alors, ça, c'est peut-être un point de vue plus sociologique. Mais l'engagement, ça m'a intéressé aussi d'un point de vue professionnel, parce que, comme tu l'as dit, je travaille beaucoup dans le médico-social, et notamment ces derniers temps en EHPAD. Et il y a des phrases qui me marquent dans le monde professionnel qui disent « On nous dit de ne pas nous attacher, mais si on ne le fait pas, ça ne marche pas. Il faut faire ça avec le cœur. » Cette petite phrase-là, pour moi, c'est un concentré de réflexion sur l'engagement. Enfin, c'est-à-dire, évidemment, le prescrit ou la prescription d'engagement des entreprises, des organisations,
elle est à condition que ça reste dans un cadre institutionnel, donc c'est s'engager avec... Il y a une prescription d'engagement, soit avec les mains, soit avec la tête, et on se méfie du cœur, en gros. Bon. Mais, donc ça donne une petite source de réflexion pour moi. Juste avant de venir, j'ai voulu faire le jeu de la pitié. Tu ouvres un livre au hasard, et tu prends une phrase, et puis tu dis quel est le rapport avec mon sujet. Hein, mais en fait, je l'ai fait avec Christine à l'instant. Donc on a ouvert le livre au hasard, et on a lu, je me rappelle, c'était laquelle? Je lis pas d'ici. Ah oui, tiens vis-à-vis des autres, ce que tu t'es promis à toi seul, là est ton contrat. Vous imaginez? Comme ça tombe bien. Et moi j'avais lu juste avant, épouse et n'épouse pas ta maison. Je trouvais que c'était pas mal aussi, sur l'engagement. Parce qu'en fait, je vais revenir au mot, en fait. Parce que le mot, en tout cas dans ma vieille histoire à moi, il évoquait, il y a longtemps, il évoquait ce mot-là plutôt l'engagement dans les ordres, ou dans l'armée, ou dans un parti politique, en gros, ou dans le mariage. Quatre secteurs. Et quand on regarde ces 4 secteurs d'engagement, on disait que c'était pour la vie, en fait. Ou c'était au risque de la vie. Enfin, mais en tout cas, ce qu'on engageait, c'était pas seulement du temps, ou une activité, ou une action, c'était sa vie. Que ce soit pour le mariage, que ce soit dans les ordres, que ce soit dans l'armée, ou que ce soit dans un parti politique. C'est peut-être un peu moins vrai dans un parti politique, mais quand même. C'est-à-dire, la notion d'engagement nous projetait dans un horizon temporel indéfini. Alors ça m'a interpellé de dire nous projeter. Je le mets au passé parce que j'ai l'impression que ces 4 modes d'engagement sont un peu obsolètes, quoi. Enfin, c'est pas ça qui est tout à fait. Sûrement, ça subsiste encore, hein, mais c'est pas une tendance majeure, quoi. Alors ça m'a intéressé. Quand on parlait. Et alors, si on reprend un peu plus le mot, en tout cas, on dit tiens, qu'est-ce qu'on met en gage quand on s'engage? Alors justement, la réponse, ce qu'on met en gage, peut-être, c'est une partie de sa vie, ou c'est finalement un chemin de vie. Et je me suis souvenu de mon grand-père. Je peux parler de mon grand-père? Non, parce qu'il y a quand même beaucoup de psychologues dans la salle, quand même. Et je me suis souvenu de mon grand-père qui avait laissé une lettre posthume dans laquelle il disait, pourquoi était-elle posthume? Ça, c'est une question. Il disait que l'essentiel de sa vie s'était accompli au moment où il avait servi la nation en allant faire la guerre 14. Et il dit, ça, tout le reste n'était que supplément que Dieu a bien voulu me donner, disait-il. Il était en Algérie, il a servi de chair à canon, enfin, sauf qu'il s'en est sorti, mais il était convaincu qu'il s'en sortirait. Mais il disait lui-même qu'il était chair à canon, que les stratégies militaires, n'hésitaient pas à déployer des soldats d'un côté pour attirer l'attention, quitte à perdre tous ces soldats-là, et pour gagner du terrain de l'autre côté. Enfin, il explique ça. Et pourtant, il disait, cet engagement-là, pour servir mon pays, a été ça, l'essentiel de ma vie. Je me dis, moi je dirais jamais ça, et je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui disent encore ça. Donc, ça renforce cette idée que la notion d'engagement, elle était quand même, il me semble, du côté de je donne quelque chose de ma vie, je me donne. Alors qu'est-ce qu'il en reste? C'est ça que je voudrais aussi interroger. Qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce que ça veut dire je me donne quand c'est pas au nom de l'institution que je le fais? Parce qu'évidemment tout ça ce sont des institutions donc qui prescrivent non seulement ce qu'on a à y faire, mais qui prescrivent justement le degré ou la nature de l'engagement. Donc c'est ça ce que voudraient faire les entreprises aujourd'hui d'ailleurs. Il y a plein d'entreprises qui font des baromètres d'engagement, qui font des mesures d'engagement, etc. Soucieuses que quand même les salariés puissent donner davantage d'eux-mêmes et pour des périodes peut-être illimitées. Mais bon. Et puis le mot engagement, pour moi aussi, il est amphibologique. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que ce terme. C'est un terme de Roland Barthes que j'aime bien. Amphibologique, ça vous parle? Précise. Oui. J'aime bien parce que je me dis toujours qu'un mot nouveau, ça pèse pas lourd et ça peut rapporter. Tu vois, enfin, c'est... Mais en fait, il dit, finalement, il y a des mots comme ça qui ont 2 significations qui semblent quasi contraires. Et peut-être qu'on peut se dire, ça veut dire ça et ça veut dire ça, mais on ne cherche pas le lien.
Et l'amphibologie cherche le lien. Et dans l'engagement, il y a quand même deux significations, moi je dirais presque quasi contraires, qui sont l'implication. Enfin, l'engagement, ça veut dire fais pas les choses à moitié, vas-y, engage-toi, quoi. Mets-y du tien. Hein. Et puis, il y a l'engagement qui parle de promesse. Quel rapport y a-t-il entre y mettre du sien, ne pas faire les choses à moitié, rentrer vraiment dedans, s'engager, ça veut dire aussi rentrer dans une voie étroite et ne pas pouvoir faire demi-tour. Il y a aussi un truc comme ça. Mais quel rapport avec la promesse? Alors peut-être que je viens de donner la solution. Rentrer dans une voie étroite, peut-être en forçant les barrages, mais ne pas pouvoir faire demi-tour. Peut-être que ce serait ça le lien. Je le cherche, hein. Le lien, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ma signature m'engage, ma parole m'engage, mais là c'est une question de promesse. Qu'est-ce qu'on cherche plus quand on parle d'engagement d'ailleurs pour les professionnels? Est-ce qu'on cherche plus qu'ils tiennent promesse, qu'ils fassent des promesses, ou qu'ils s'impliquent corps et âme? J'attendais la réponse. Ouais, ou les deux. Alors si on plonge le mot, si on dépayse le mot, si on le met dans plusieurs endroits, hein, tu dis, si tu le remets... Aujourd'hui, moi, j'essaierais de le tremper plutôt dans les questions de l'amour, plutôt que dans les questions du mariage. C'est pas tout à fait pareil. Et quand tu trempes le mot engagement, c'est parce qu'on entend souvent dire, je ne sais pas si ça date de longtemps, mais on entend souvent dire, il ne veut pas s'engager, ce con. Oui. Il y a un côté... Il ne veut pas s'engager, ce con, elle ne veut pas s'engager. Ah, absolument, elle ne veut pas s'engager, cette conne, moi, je ne l'entends jamais. Alors c'est peut-être mes oreilles qui filtrent, mais il ne veut pas s'engager, ce con, sous-entendu, il n'arrive pas à se débarrasser de ses valises, de s'arracher à d'autres engagements fantômes ou qui font trace. Là, je joue le psy quand même, là, un peu. Oui, mais bien. Bon, là, je te remercie de m'adouber. Et il ne veut pas s'engager, ce con, ça veut dire il est lâche. C'est ça que ça veut dire aussi. Donc, parce qu'on peut penser l'engagement justement de ce côté-là. C'est quoi? Il te manque du courage pour dire oui et y aller. Et pour faire promesse, là pour le coup. Alors là, les deux se conjuguent, c'est pour... tu vas être là présent, on veut ta présence, mais on veut aussi ton futur. Oui, c'est ça. Alors c'est peut-être dans l'espace et dans le temps. Donc ça c'est un problème évidemment de penser que parce qu'on ne s'engage pas, on est lâche. Je dis on tout à coup. Non mais c'est pas moi. Tu dis... Mais ça m'intéressait de réfléchir, de dire finalement qu'est-ce qu'on dit des gens qui ne veulent pas s'engager? Ils ont peur de quoi? Ou alors, c'est pas qu'ils ont peur, c'est qu'ils tiennent à leur liberté. C'est les déserteurs. Alors ils tiennent à leur liberté. La liberté devient une valeur première sur l'amour, sur la fraternité, etc. Enfin, je ne vais pas gager, donc c'est pas moi que je vais gager. Mettre en gage. C'est pas moi que je vais mettre en gage, c'est ma liberté. Ça c'est une question. Est-ce qu'effectivement s'engager, soit c'est... S'engager, ça voudrait dire soit avoir du courage parce qu'il va falloir franchir des obstacles, parce qu'il va falloir peut-être résister à d'autres tentations, ou peut-être qu'il va falloir se battre, mais s'engager aussi, c'est être d'accord avec le fait quand même de gager sa liberté. Et c'est sûr que la liberté aujourd'hui s'écrit avec un L majuscule en minuscule. C'est ça, je ne sais pas si vous voyez, mais elle s'écrit avec un L majuscule en minuscule parce qu'elle concerne davantage le sujet qu'elle ne concerne la nation ou qu'elle ne concerne l'avenir politique d'un pays. Il me semble que la connotation de la liberté, c'est quand même plutôt de dire ma liberté. C'est Lévinas qui dit oui, c'est mal vu en ce moment. Lévinas, il est mort il y a je ne sais pas combien de temps déjà, 20 ans, je ne sais plus. Mais il disait déjà à l'époque c'est mal vu de dire que la liberté vaut moins que la fraternité. Mais c'était marrant, il disait ça, il disait, c'est mal vu déjà. Il n'a peut-être pas tort en fait. Donc évidemment, parler d'engagement, c'est rentrer dans cette réflexion sur
quelle part de liberté je veux bien mettre sous caution ou mettre en gage. Et alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est juste que quand on s'engage, on perd de la liberté? Ben oui, si je dis je rentre ce soir et que j'ai envie de faire autre chose dans la journée, tout à coup, Alors il y a une belle inversion sophistique qui dit mais finalement la liberté c'est pas faire ce qu'on veut, c'est vouloir ce qu'on fait. Vous voyez l'inversion, c'est un peu sophistique, mais c'est pas complètement idiot par rapport à l'engagement. C'est-à-dire quand je suis convaincu de ce que j'ai à faire, c'est ça ma liberté. C'est ça. Évidemment, ce qui fait sens, c'est ma responsabilité, d'une certaine manière. Et assumer ou explorer, agir au nom de ma responsabilité qui fait sens, c'est pour le moins, je pense, effectivement, assumer ma liberté. Bon, c'est une façon de penser la liberté, en fait. Mais évidemment, de toute manière, tout le monde sait bien que faire ce qu'on veut, c'est pas très excitant, mais ne pas faire ce qu'on veut, c'est quand même embêtant. Enfin, on a quand même des contradictions, à ce sujet-là. C'est pas... Quand j'ai interrogé les jeunes les jeunes, c'était 20, 25 ans, sur le syndicalisme. Pourquoi ça ne les intéressait pas? Un argument qu'ils donnaient beaucoup, c'était j'ai pas du tout envie de rentrer dans une pensée unique. C'est-à-dire, je ne veux pas inféoder ma conscience, ma pensée à une idéologie, même si je la partage, même si je suis d'accord avec, mais je ne veux pas signer. Je ne veux pas signer. Voilà. Et ça, c'était intéressant parce que, évidemment, l'engagement militant, ça signifie quand même l'engagement militaire. Enfin, il y a une espèce de connotation qui dit « je serai un soldat ». Et avant d'être un capitaine ou avant d'être je ne sais pas quoi, avant d'avoir pris une place plus importante d'initiative, de création, d'entraînement, avant d'avoir pris, il va falloir que je suive tout un trajet assez parcours du combattant. Ça va, c'est pas trop désordonné, vous suivez un peu ou... Oui, ça va? Oui. Et du coup, quand il disait ça, ça fait référence à ce que je disais sur la liberté. Il disait, mais la liberté de penser, c'est quand même une des premières libertés, un peu fondamentale. Même les gens qui sont allés en camp de concentration, ils le disent, quoi. Tu dis, tu es privé de tout, tu es entravé dans tout, mais peut-être tu peux quand même conserver une liberté de penser. Sauf, moi je l'ai vu dans le monde du travail d'ailleurs, on va venir au monde du travail. Sauf évidemment si on te met dans la tête tellement de principes, tellement de dogmes, tellement de doctrines, tellement etc. que finalement tu finis par penser là-dedans et pas penser librement. Donc la liberté de conscience ou la liberté de penser, évidemment, elle peut être largement gagée par un engagement dans un parti ou dans un syndicat. En tout cas, c'est ça qu'ils craignaient. Et ils n'avaient pas tout à fait tort. J'ai pensé qu'ils n'avaient pas tout à fait tort en comparant deux formes d'engagement. J'ai travaillé avec la FEV. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la FEV. Attention, attention. Non, pas du tout. A-F-E-V. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est l'association pour la fondation des étudiants et de la ville, un truc comme ça. C'est une grosse association qui recrute partout en France, dans toutes les universités, des jeunes qui veulent bien s'engager 2 heures par semaine à s'occuper d'un enfant du quartier. À s'occuper, ça veut dire à l'aider dans son travail scolaire. Donc c'est une sorte de parrainage très circonscrit, très limité. La FEV, évidemment, elle a affaire à des étudiants et par définition, un étudiant, ça bouge tout le temps. C'est-à-dire, il est là un jour, et puis l'année suivante, il a changé de pays, il a changé de filière, enfin bref. Donc la FEV, son parti pris de proposition d'engagement, c'est de dire, on vous propose un cadre précis, mais on ne vous propose pas de vous engager ad vitam aeternam. Il n'y a même pas de carte d'adhérent. On ne signe rien. Ils savent, ils disent, eux, et c'était marrant quand je les mettais en dialogue avec les syndicalistes disaient, ben finalement, nous, on gère des stocks qui s'amenuisent, et la FEV disait, nous, on gère des flux. Et alors, c'était pas très joli, ni l'un ni l'autre, mais c'est assez parlant pour mettre en relief
des formes d'engagement qui correspondent à des époques. C'est assez parlant. C'est-à-dire, et c'est marrant parce que j'en ai vu des étudiants qui suivaient des enfants, etc., enfin, qui étaient ravis de faire ça. Ils étaient ravis qu'on leur ait donné cette responsabilité, cette place, qu'ils puissent la prendre, enfin bref, mais ils se sentaient en rien inféodés. Hein. Pas de dogme, si ce n'est une valeur qui dit, bah ouais, quand même, j'ai un peu de temps libre, il y a des gamins qui en ont besoin, je vais le faire, quoi, je vais servir à quelque chose, je vais le faire. C'est 2 heures par semaine, c'est sur 1 an, j'ai pas de carte d'adhérent, je suis stigmatisé nulle part, je suis identifié nulle part, donc ça va. Et là, il me semble que ça mettait en relief, effectivement, une forme d'engagement qui serait peut-être pas à opposer, mais en tout cas, qui témoigne de notre époque, enfin, qui témoigne d'un engagement où on ne voudrait pas s'inféoder ou se priver de sa liberté, ou voire même se priver de sa liberté de penser. Et ça m'intéressait même par rapport au travail. Enfin, alors on va venir, parce que puisque le sujet c'est l'engagement des professionnels. C'est ça. Parce que mon métier, c'est d'être philosophe du travail. Puisque je passe ma vie depuis 30 ans dans plein d'entreprises différentes, petites, grandes, dans des métiers, etc. J'accompagne une réflexion philosophique sur le travail qui des fois fait médiation, des fois fait ressourcement, etc. Donc du coup, j'ai été voir plein d'endroits avec peut-être aussi cette question de dire mais qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'engagement au travail. Et là, je me disais, quand on est dans le social, quand on est, par exemple, oui, je vais donner quelques exemples. J'ai travaillé dans une usine où on découpe des jambons à la chaîne, des désosseurs par heure de jambon. Enfin, j'ai travaillé. Justement, ça c'est une usurpation. Je suis intervenu. Je suis resté tiers. Je ne suis pas vraiment engagé. Vous me rappellerez, je voudrais bien faire une parenthèse sur le tiers. Comment le tiers s'engage. Parce que j'imagine que dans la salle, il y a plein de tiers. Levez la main les tiers. Personne. Personne ne lève la main, c'est normal. Toi, t'es tiers ? Des fois, oui. Parce qu'être tiers, bon, je fais la parenthèse tout de suite, mais parce qu'être tiers, c'est s'occuper d'une situation, d'une action, de quelque chose des autres. Y mettre son grain de sel, intervenir. Soit on est un tiers contributif, soit on est un tiers substitutif, soit on est... Enfin, il y a plein de sortes de tiers. Mais quand même, c'est pas être dedans. C'est pas être dedans. Et ça, pour moi, cette question-là, par rapport à la réflexion sur l'engagement, elle est importante, quoi. Dans quelle mesure, effectivement, et c'est toute la problématique même des intellectuels engagés. Enfin, c'est les Sartre qui sont engagés comme tiers, jamais vraiment dedans. Et je ne vais pas les fustiger parce que j'en fais partie. Hein. Bref, donc je suis allé dans cette usine comme tiers et j'ai vu des gens qui désossaient des jambons à la chaîne. Et c'était très étonnant de les regarder travailler parce qu'ils étaient côte à côte. Toutes les 75 secondes, il y avait un jambon qui tombait sur un tapis roulant et ils devaient découper et désosser en 75 secondes, puis passer au voisin. Des fois, d'ailleurs, ils passaient le couteau au voisin. Et ils étaient très serrés les uns à côté des autres. Ce qui était étonnant, c'était de voir que tout le haut du corps était en mouvement et pas le bas. Ça m'a questionné. Pas le bas. Alors, pas le bas parce que probablement il n'y avait pas beaucoup de place pour bouger. Et à côté, il y avait une ligne de ce qu'on appelait les tâcherons. C'est-à-dire ceux qui étaient payés à la pièce, qui travaillaient pas à la chaîne. Et eux, tout le corps était en mouvement. Et ils faisaient quoi Eh ben, ils faisaient pas la même chose, sauf qu'ils désossaient un jambon en entier, ils ne le passaient pas aux copains. Ils faisaient une tâche complète. Une tâche complète. Et alors évidemment, c'était très très idéologiquement un problème pour moi de penser que les tâcherons, en plus avec ce mot horrible, finalement peut-être qu'ils vivaient mieux leur travail que ceux qui n'avaient que le haut du corps en mouvement. Ça, c'était une réflexion de dire mais
Pourquoi ils avaient que le haut du corps en mouvement? Mon idée, mon interprétation, mais c'est qu'une interprétation. Après, j'en ai vu certains qui ont mis tout le corps en mouvement d'ailleurs. Hein. C'est de dire, ben, je fais mon taf, quoi. Je vais pas m'engager complètement, quoi. Alors que les tâcherons étaient des danseurs, étaient des sportifs, en fait. Et ils disaient, je suis d'abord un sportif avant d'être un ouvrier mécanisé, enfin. Et du coup, c'était il y a longtemps. Du coup, je me disais, qu'est-ce que c'est cette histoire d'implication au travail? Comment on peut travailler simplement du bout des doigts, du haut du corps ou du corps entier? Qu'est-ce que ça veut dire? Et il me semble que rapporter à la question d'aujourd'hui, des entreprises qui cherchent à tout prix à ce que les gens s'engagent, alors on a depuis, je pense, ça ressemblait un peu au temps moderne de Chaplin, cette histoire-là. Hein? On y pense. Il me disait, c'est pas vrai Bernard, toi quand tu rentres chez toi tu penses encore à ton boulot, moi pas, ils faisaient tous partie d'associations, etc. Il disait, et tu sais moi quand je travaille, maintenant je connais bien, donc je peux penser à autre chose. Donc il disait, c'est pas vrai qu'on est dans cette mécanisation, l'individu devenu machine, quoi. L'individu machine. À l'époque, finalement, peut-être qu'ils avaient raison, et moi, du haut de mon idéologie, je sais pas quoi, enfin, qui cherche à défendre l'opprimé, quoi. Enfin, j'étais là, moi, ils me donnaient un peu une leçon. Mais en même temps, quand même, ils avaient quand même des tendinites, ils avaient des arrêts. Enfin, finalement, quand même, leur corps souffrait. Plus que les tâcherons. Mais les tâcherons, ils sortaient, ils allaient s'entraîner à faire du sport, ils allaient courir. Enfin, c'était toute une vision holistique, d'une certaine manière, entière, de leur rapport à l'activité. Bon, ça a été une première réflexion, mais après, quelques années plus tard, je suis allé dans une entreprise qui s'appelle Basta. Et c'était une entreprise suédoise, et en suédois, basta, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça suffit. Non, c'est pas vrai. Enfin, c'est vrai, c'est pas vrai, parce que finalement, basta, c'est comme plein de mots qui voyagent à travers les frontières. Et du coup, ils avaient appelé leur entreprise Basta parce qu'ils accueillaient des toxicomanes. Et la règle d'or, il y avait 2 règles d'or, en fait, 2 règles incontournables, c'est que quand quelqu'un rentrait dans cette entreprise, il ne pouvait plus consommer d'alcool ou de drogue. Et la deuxième, c'était qu'il n'y avait pas de professionnels, sauf 2 personnes, 2 professionnels qui n'étaient pas... Donc c'était très coopératif, quoi. Et donc les anciens qui s'étaient sortis de la drogue accueillaient, parrainaient, s'occupaient des... Donc ça, c'est 2 règles fondamentales, mais enfin, à vrai dire, il y en avait une 3e, c'est que le travail leur permettait de s'arracher à leur addiction. C'était le pari. Alors ça ne marchait pas à 100%, mais ça marchait beaucoup quand même. Mais quel travail? C'est ça ma question, et vous allez voir, c'est pour revenir à notre sujet. Quel travail? Et eux, ils disaient un vrai travail. Ah, ça m'a beaucoup intéressé. Je dis un vrai travail, waouh, un travail en vérité. Qu'est-ce que c'est un vrai travail? Je ferais bien une enquête. Peut-être que tout le monde a sa petite idée finalement de ce que c'est qu'un vrai travail. En trouver, c'est un travail pas con. Je sais pas, ce serait quoi un vrai travail? Alors, t'as une réponse? Ce que c'est un vrai travail? À la fois, peut-être ça fait rire, peut-être qu'on trouve ça prétentieux de poser une question pareille, mais en même temps, moi je la trouve pas... Finalement, elle m'intéresse quand même. Quand est-ce qu'on en arrive à se dire ça, c'est du vrai travail? Souvent, on dit ça, c'est du beau travail. Hein, ça marche, quoi. Souvent, on dit ça, c'est un travail honnête. Bon, un travail honnête, on n'est pas tellement engagé. Un beau travail, il y a des chances qu'on soit très engagé. Parce qu'on en est fier, parce qu'on trouve que c'est adéquat et en même temps ça dépasse l'adéquat. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, j'ai interrogé des magistrats, ils disaient, ce que j'aime, moi, c'est faire un beau jugement, pas un bon jugement. Peut-être ils ont tort d'ailleurs. Hein. Et j'ai interrogé des ouvriers qui fabriquaient des harnais électriques pour Airbus en Tunisie. Et c'était drôle, un harnais électrique, c'est tout un tas de fils, plein de fils très fins, qui sont... Et le harnais, ça traverse tout l'avion, donc c'est très long, enfin bref. Et l'ouvrier qui vient, il me dit, viens voir Bernard, tu vois, ça c'est beau. Ça c'est beau.
c'est quand les fils ne se chevauchent pas, quand on voit les couleurs clairement, etc. C'est beau. J'ai dit ça au chef d'entreprise, ça ne lui plaisait pas du tout. Il dit, qu'est-ce qu'on en a à foutre que ce soit beau? Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait aucune fissure sur les fils. Et je lui dis, peut-être que pour qu'il n'y ait aucune fissure sur les fils, il faut qu'il trouve que c'est beau. C'est-à-dire, évidemment, l'engagement, du coup, ça donne une idée de l'engagement. Et dire, il faut, si je n'ai pas ma part d'initiative, et surtout ma part de réponse à mes propres valeurs, presque anthropologiques ou universelles, quoi. Chercher du beau, du bon, du bien, du vrai, du juste, c'est presque anthropologique. En tout cas, dans la philosophie occidentale, on l'a tous dans la tête, quoi. Et donc, si c'est juste, si c'est le résultat de mon travail, c'est seulement que ça correspond à ce qu'on m'a demandé de faire, c'est pas sûr que ça me permette un vrai engagement. Donc, c'était ça. Je reviens à mon usine, à mon entreprise en Suède. Je fais des digressions, mais je reviens quand même. Hein. Ouais. Mais des fois, j'en oublie quelques-unes quand même. Ouais. Des digressions. Mais, donc cette entreprise, donc je réfléchissais avec eux, on a réfléchi, qu'est-ce que c'est un vrai travail? Et ils disaient, par exemple, ils avaient un chenil. Non, oui, ils avaient un chenil. C'est-à-dire qu'ils accueillaient les chiens la journée comme... c'est une sorte de crèche pour chiens, quoi. Enfin, les gens, ils déposent leurs chiens le matin, ils vont les chercher le soir pour que les chiens ne soient pas tout seuls toute la journée. Donc, parce qu'ils avaient une idée, c'est qu'il faut qu'on ait une activité, des services ou des produits, qui ait une valeur sur le marché, qui soit achetable comme n'importe quelle autre entreprise. Ça, c'était une valeur fondamentale de notre truc. Ça, on ne veut pas fabriquer des maisons à oiseaux en série, que personne n'achète ou juste pour faire plaisir aux handicapés. On va pas, c'était vraiment leur parti pris, et même les gens qui arrivent complètement cabossés, eh ben on va les accompagner jusqu'à ce qu'ils fassent du bon boulot. Et un bon boulot, un vrai travail, hein, du coup, c'est avoir un produit qui s'achète normalement comme d'autres produits sur le marché. Ça, c'était une première chose. Une autre valeur du vrai travail, pour moi, enfin, pour eux aussi, c'était dire que celui qui s'occupait du chenil, il s'occupait autant d'alimenter les chiens que d'aller rencontrer les clients et que de sortir les chiens. Enfin bref, il était concerné par toutes les tâches et toutes les responsabilités qui composaient finalement l'utilité sociale de ce chenil. Il était concerné par toutes. S'il fallait diviser le travail pour être plus opérationnel, il était quand même concerné par toutes les tâches. Et ça, c'est fondamental. Quand on parle de l'entreprise libérée, il y a cette histoire-là, je ne sais pas si vous êtes un peu au courant, d'accord, on dit c'est une mode, d'accord, etc., mais peut-être quand même que ça correspond à quelque chose d'intéressant. Dire que pour que je m'engage, il faut que je vois le sens. Pour que je m'engage, il faut que je vois le sens, mais un peu dans sa globalité et que je ne sois pas seulement cantonné à ma propre tâche et à mon propre résultat. Donc en tout cas, pour moi, c'était un facteur du vrai travail, qui est facteur d'engagement. Et il y avait une autre chose aussi, pour moi fondamentale, c'était que c'était dans un lieu magnifique, avec un lac, la forêt, des vallons, enfin bref, c'était la nature. Et je me demandais dans quelle mesure, finalement, le vrai travail, c'était pas aussi le fait d'être en rapport avec la nature. Alors évidemment, levez la main ceux qui travaillent en rapport avec la nature. Raté. On est à Paris. On est dans un bocal particulier. Et on est dans un bocal. Elle disait, ça c'est sûrement un facteur d'engagement important. C'est-à-dire, finalement, être en rapport avec la nature, c'est probablement pouvoir faire usage de ses facultés dans leur variété. Faire usage de ses facultés dans leur variété. Donc c'est trouver du sens parce que je sais pourquoi je travaille, je produis, trouver du sens parce que je contribue à un ensemble dont je connais les différentes articulations, même si je ne fais pas tout, et puis aussi être dans un rapport au corps, à mon corps, qui soit un rapport de plénitude d'une certaine manière. Ce n'est pas possible que dans la nature, mais j'ai l'impression quand même que d'être dans ce rapport, dans un contact avec la nature, c'est un facteur fort intéressant. D'accord. Et peut-être assez causal pour pouvoir s'engager. En tout cas, je me dis,
peut-être que c'est... Alors, je vais faire une liaison avec ce que je voulais dire. Dire oui, s'engager, ça veut dire corps et âme. Alors, on le dit comme ça, c'est un peu trop, ça fait trop. Hein. Mais, quand même, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il y ait du corps ? La question du corps, est-ce qu'elle n'est pas fondamentale ? Donc, quand on parle, quand les soignants en EHPAD, les EHPAD, ce sont les maisons de retraite médicalisées, au cas où vous ne sauriez pas. Quand les soignants disent, on nous dit de ne pas nous attacher, on nous dit de garder la bonne distance, comme à tous les travailleurs sociaux de France et de Navarre. On nous dit de ne pas créer une trop grande familiarité, au risque, quel risque ? Au risque de prendre le résident pour un objet, de se laisser aller à des vulgarités, au risque surtout de ne pas être égalitaire. Nous sommes une institution, et donc évidemment si on se prend d'affection plus pour l'un que pour l'autre, c'est peut-être un peu embêtant. Mais se prendre d'affection, s'attacher, se rapprocher, tutoyer au sens noble du terme, tutoyer cet autre-là, si différent et en même temps si proche, si vulnérable, si nu, et en même temps si compétent d'une certaine manière, c'est comme ça qu'on le voit, enfin, eh bien, probablement c'est mettre du corps. J'ai un exemple, je me souviens d'une éducatrice de la PJJ qui dit « Je vais au travail sans mon corps ». Elle disait ça. Alors évidemment, tout le monde la regarde en disant « Comment tu fais ?» Comment tu fais ? Évidemment, c'était une image. Mais que voulait dire cette image ? Ben, cette image, elle voulait dire, elle s'en est expliquée, cette image voulait dire je ne veux pas qu'ils me considèrent comme leur ami, sinon je ne pourrais pas jouer mon rôle. Je ne veux pas non plus qu'ils me considèrent comme à séduire, comme un objet de désir. C'est pas possible. Je ne veux pas non plus qu'ils me prennent pour leur mère. Ce qu'elle était par ailleurs. Elle était mère, elle était femme, elle était... Enfin bref, tout ça. Et je ne veux pas non plus qu'ils me prennent pour leur grande sœur. Donc une fois qu'elle avait enlevé tout ça, je lui dis, qu'est-ce qui te reste ? La professionnelle. Et donc je me demandais si justement, finalement, le vrai travail, c'était pas le travail qui échappait à la définition du travail. C'est-à-dire, n'est vrai que ce dans quoi je peux n'est vrai que je considère comme vrai que ce dans quoi, finalement, je peux m'impliquer par ma propre initiative en y mettant du corps, de l'esprit, du sens et de l'avenir aussi, je rajoute. Ce serait ça, le vrai travail. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, moi, en me baladant dans plein d'endroits, que tout le travail où on ne peut pas mettre de corps, c'est pas du vrai travail. En tout cas, pas longtemps. Ça l'est, bien sûr, on le fait tous. On est tous, des fois, devant un ordinateur pendant une journée. Qu'est-ce qu'on y met ? Et mettre du corps, c'est mettre du mouvement, c'est mettre du cœur, des affects. Alors, c'est marrant, d'ailleurs, le mot affect. J'ai animé une journée, je fais des randos philo. On va marcher avec des... Récemment, j'ai fait ça avec des managers. Et ils ont choisi comme sujet les affects. Avoir des affects. Je me disais, ça veut dire quoi, avoir des affects ? Et pour eux, ça voulait dire le management à l'affect, c'est un management où tu n'es pas orienté résultat, tu es orienté te faire aimer ou être aimé. Enfin, te faire aimer ou être aimé ? Non, aimer ou te faire aimer. Ce serait ça, un management aux affects. Puis quand on s'interroge un peu plus, on dit, mais est-ce que ça existe d'aller au travail sans se soucier d'aimer ou d'être aimé ? Alors, si ce souci devient une obsession permanente, évidemment, c'est un problème. Si tu n'as pas pu pessimiser à certains moments cet affect-là. C'est Deleuze qui parle de pessimiser et d'optimiser des affects. J'aime bien cette idée-là. Je trouve ça assez joli parce que bien sûr que tu laisses de côté à certains moments. C'est pas pour autant que tu les refoules, tes affects.
Juste, ils sont en sommeil parce que tu ne peux pas optimiser tous tes affects en même temps. Sinon, là, tu perds la boule. Mais en même temps, un travail qui ne solliciterait pas ces affects-là, tellement d'affects si importants, ces affects d'amour, par exemple, ou d'amitié. Après, il disait mais je me rappelle un ingénieur qui m'avait dit ça, il m'a dit, mais je me suis lié d'amitié avec une collaboratrice, et je vous assure que ce n'est pas, il n'y a pas d'histoire de sexe ou d'amour, mais c'est que vraiment on s'est liés, on va manger ensemble tous les midis. Et bien à cause de ça, je ne peux plus lui dire ce que je pense de son travail, qui n'est pas un bon travail, qui est même un mauvais travail. Alors, je lui disais, je ne sais pas, est-ce qu'il vaut mieux jeter l'amitié comme valeur parce qu'on n'ose pas dire ce qu'on pense à des amis. Enfin, on confond en fait. Donc il y a une question de ta lâcheté devant tes amis, ça c'est peut-être un problème. On a tous des lâchetés devant nos amis, mais on a aussi des lâchetés devant des étrangers, devant des gens qui nous font peur, on a des lâchetés partout. Est-ce que c'est l'exclusivité de l'amitié que d'avoir des lâchetés ? Mais bon, ça se travaille, enfin, ça se dépasse, ça se dissout. On dit, bon, est-ce qu'on va jeter cette valeur de l'amitié ? Parce qu'un travail sans amitié, sans amour, sans affect, en tout cas d'amicalité, comme dirait Aristote, un travail comme ça, est-ce que on a envie de s'y engager ? Donc voilà mon questionnement sur les raisons qu'on aurait... les motifs, les éléments, les facteurs qui seraient d'un engagement au travail. Donc on peut les accumuler, évidemment. On peut pas être, on ne trouvera jamais qu'une seule cause de cet engagement. Mais si on arrive à développer du travail qui fait que on puisse y mettre du corps, des affects positifs d'amour ou d'amitié, qu'on puisse y mettre aussi du rapport avec la nature, du mouvement, qu'on puisse y mettre du sens, au sens de sa participation à quelque chose qui nous dépasse. Alors là, on a les facteurs d'un engagement. Pour moi, ce serait ça. Parce que ça voudrait dire, je m'engage dans quelque chose avec lequel je compose favorablement. Et là, je vous fais un petit truc spinoziste, c'est-à-dire l'engagement, c'est pas engagez-vous comme mon grand-père dans l'armée parce que j'ai un sens du devoir exclusif. Mais c'est engagez-vous dans ce qui vous convient, dans ce avec quoi tu peux composer favorablement pour développer ton pouvoir d'agir. C'est un peu Spinoza, mais c'est la définition même de la joie. Donc l'engagement joie, alors évidemment c'est pas pareil que l'engagement lutte. Dans René Char, il parle de l'engagement lutte, du résistant pendant la guerre. C'est pas tout à fait pareil que l'engagement joie, c'est-à-dire quand j'arrive à trouver les éléments qui me sont favorables pour développer une puissance d'agir effective qui me permettent de persévérer dans mon être. Donc l'engagement lutte, c'est ce que disaient aussi les jeunes à propos du syndicalisme. Ils disent j'en ai marre moi de toujours, si être syndicaliste c'est toujours se battre, c'est jamais coopérer ou contribuer, c'est toujours être dans l'opposition, j'ai pas envie. Il disait même un truc qui était vachement intéressant, il disait donnez-nous le sens, laissez-nous les moyens. Ah oui. Ouais, c'est beau, ça. C'est-à-dire transmettez-nous parce que vous avez plus d'expérience, parce que vous connaissez les enjeux mieux que nous, parce que etc. Transmettez-nous le sens. Et nous on s'occupe des moyens. Les tracts, il y en a marre. Attendre à la sortie, il y en a marre. Polémiquer sans arrêt dès que quelqu'un propose quelque chose, j'ai pas envie. Je veux pas me battre. C'est vrai que nos enfants, on leur a pas appris à se battre. Enfin, je dis ça pour moi. Non, souvent, oui. On leur a pas appris, contrairement à plein d'autres générations. Continue, pas distrait. Non, mais c'est une question inquiétante, je trouve. Non, parce que si on leur a pas appris à se battre, si c'était pas une valeur, si on leur a appris plutôt à comprendre, à exister par eux-mêmes, à choisir, si on leur a appris ça, beaucoup quand même, parce que si on regarde tous les manuels d'éducation, on dit, on voit bien quand même qu'avant la persévérance, l'effort, c'était quoi, l'endurance,
l'éducation, c'était fait pour t'aguerrir, et même pour apprendre d'abord la discipline avant d'apprendre à réfléchir. Et c'est pas du tout ce qu'on a fait avec nos enfants. Enfin, on a appris à négocier, à comprendre, à exister comme sujet, etc. Enfin, donc du coup, c'est pas du tout on a vraiment fait un changement de paradigme dans le modèle éducatif. Mais du coup, évidemment, l'engagement soldat, ça marche pas du tout. C'est l'engagement, c'est-à-dire, est-ce que l'engagement aussi, ça avait un rapport avec l'obéissance? Oui, bien sûr. Donc, je m'engage, ça veut dire une fois que c'est la servitude volontaire, quoi. Une fois que j'ai dit oui, et ben après j'obéis, quoi. J'accepte dans l'engagement soldat, quoi. Et l'engagement joie, ça n'a pas un rapport avec l'obéissance, ça a un rapport avec l'agencement, avec le kairos aussi. L'engagement joie, ça a un rapport avec l'occasion. Ce qu'ils disaient aussi un peu les syndicalistes d'ailleurs, ils disaient c'est drôle parce que je ne me suis pas engagé parce qu'il fallait s'engager, parce que, je me suis dit il faut s'engager, je suis engagé parce qu'il y a une place. Donc c'était l'engagement joie, en fait, qui préside. Hein, vous voyez la nuance? C'est-à-dire, il y avait personne, quoi. Alors j'y suis allé. Mais maintenant, il y a tout le temps quelqu'un. Comme dit Michel Serres, aujourd'hui le monde est plein. Il disait la différence il y a 2 générations en avant, il y avait toujours plein de places partout. Et puis la densification de la population a fait que, évidemment, c'est plus dur de s'engager parce qu'il y a une place qui va nous donner une identité, une légitimité, une justification. Et ça, alors tu te dis... Donc c'est vrai que on va plutôt aller du côté de l'engagement joie, 1 pour préserver sa liberté, 2 pour faire usage de ses facultés, et 3 parce que c'est pas une question de place qu'il faut trouver au sens de la place statutaire, mais c'est une histoire de prendre sa place à l'intérieur d'un monde complexe et dense. Et il me semble que c'est ça la question de l'engagement. C'est plus compliqué évidemment, c'est plus compliqué. C'est pour ça que celui qui gère les flux, c'est mieux que celui qui gère les stocks. Enfin, j'ai parlé de l'obéissance, en fait. L'engagement, ça signifiait rentrer dans un monde où je faisais allégeance, d'une certaine manière, à un ordre établi. Bon, effectivement, et ça marche plus trop parce que, justement, on n'a pas élevé nos enfants comme ça. On leur a pas appris d'abord à obéir. Or, le monde du travail, le monde de l'école, continue à exiger et à vouloir qu'on obéisse. C'est quand même le principe de la subordination est fondamental dans le monde du travail et même à l'école, mais pas dans la famille. Et ça, je crois, quel que soit presque... Enfin, peut-être ça va à nouveau changer, hein. C'est possible que ça rechange. Mais en tout cas, dans les 2 générations, là, c'est l'enfant... Du coup... Donc je disais, finalement, s'engager, ça veut dire simplement obéir aux ordres, j'ai pas envie. Si s'engager, c'est pouvoir déployer ma puissance d'agir, j'ai plus envie. Et là, du coup, on est obligé presque de parler, je trouve, de l'engagement pluriel, ce qui caractérise les... On a parlé aujourd'hui d'engagement post-it. Ça vous parle, ça? C'est une expression, engagement post-it. Engagement zapping, on pourrait dire, ou engagement éphémère, en fait. Le post-it, c'est le truc qui se décolle, tu le laisses le soir et le lendemain, il est tombé. C'est ça le post-it. Et puis en plus, ça biffe, ça rebiffe. Tu vois, c'est ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors évidemment, c'est péjoratif de dire l'engagement post-it. Ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire qu'effectivement, si j'ai un engagement là, j'en ai d'autres ailleurs. Si j'ai un engagement là, c'est pas pour toujours. Et si j'ai un engagement là, c'est pas pour y investir tout mon temps, toute mon énergie. C'est ça l'engagement post-it. Et peut-être je peux en changer dès demain. Donc je peux m'engager sur une action, une activité, mais c'est pas sûr que ce soit pour longtemps. Donc ce serait ça. Alors là, en quoi c'est péjoratif? Ben oui, on peut pas, justement, l'engagement du coup ne fait plus promesse. Il fait juste action. En sens ça que ce serait péjoratif. Et puis on peut pas compter sur toi, quoi, longtemps. On peut pas compter sur toi, quoi, c'est un problème. Et puis c'est péjoratif parce que effectivement on prête à la jeunesse notamment de zapper tout le temps, en toutes circonstances et en tout lieu et à tout sujet, donc de ne pas pouvoir se concentrer. Et se concentrer et s'engager, on a l'impression qu'il y a quelque chose de semblable. Même si, en tout cas les enfants ils répondent tout le temps, mais si tu sais je peux faire plein de choses en même temps. Je peux m'engager sur plusieurs trucs. Mais après si on va plus loin, on dit qu'est-ce que c'est un engagement pluriel?
là, je pense que j'imagine, je ferai un sondage dans cette salle, on pourrait tous dire qu'on a des engagements pluriels. Est-ce qu'on a des engagements multiples ou des engagements pluriels? Je ne sais pas si vous faites la différence entre le pluriel et le multiple. Pour moi, le pluriel, ça veut dire qu'il y a plein d'engagements, mais ils n'ont pas forcément de lien entre eux. Ils n'ont pas de rapport de composition, ils n'ont pas de rapport de multiplication. Ils ne s'augmentent pas l'un l'autre. C'est des mondes parallèles. Des cases différentes. D'ailleurs, il y a plein de gens qui disent, moi, je suis comme ça chez moi, mais dans mon travail, je ne suis pas comme ça. Et puis, j'en ai marre, quand j'ai fini mon travail, je ferme la porte. Et depuis les 35 heures, par exemple, on a créé beaucoup cette distinction privée-professionnelle. Est-ce que c'est un problème? Moi, je pense que des fois, c'est un problème parce que on devient un peu monomaniaque. Il n'y a plus la ressource. Tu vas marcher en forêt, tu n'es pas question de penser à ton travail. Et ça, c'est un problème parce que... Ou pas question de faire dans ton travail une fête avec tes copains. Dans plein d'endroits, les fêtes n'existent plus. Du coup, comment on irrigue, comment on nourrit et comment on engage justement cette pluralité de l'être dans une activité donnée, je trouve que c'est un peu plus compliqué. L'engagement multiple, pour moi, c'est un engagement où les engagements différents se répondent. Ce serait ça, enfin, c'est ma distinction entre le pluriel et le multiple. Comme dire qu'on est pluriel ou dire qu'on est multiple. On peut être pluriel, évidemment qu'on est pluriel. Mais on est aussi multiple parce qu'il y a des rapports de composition et des rapports de complétude ou d'augmentation d'un engagement ou d'une activité l'une par rapport à l'autre. Et donc, je me disais, si dans le travail, on a un rapport avec ces engagements pluriels ou multiples, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'est quoi la réponse à ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on va réclamer? Du coup, je me suis posé la question d'ailleurs, est-ce qu'on peut réclamer un engagement? Réclamer un engagement? Oui, je voudrais que tu t'engages. Ah oui. Est-ce que ça se réclame un engagement? Et je pense que ça se réclamait quand l'engagement faisait partie du devoir. L'engagement soldat. Dès lors qu'il fait partie, qu'il était une recherche de joie, ou de complétude, ou de développement de sa puissance d'agir, ça se réclame peu. C'est difficile de le réclamer. Peut-être il faudrait qu'on parle du polyamour. On en parlait tout à l'heure. Oui, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que le polyamour par rapport à l'engagement conjugal, enfin amoureux, on pourrait dire. Je sais pas, vous connaissez ça, le polyamour? Parce que c'est une toute petite voix, une toute petite signification, enfin c'est très timide. Cette prétention à pouvoir aimer plusieurs personnes, mais c'est en même temps, depuis la nuit des temps qu'on en parle. Je me rappelle peut-être, je crois, quand j'avais 5 ans, j'en parlais. Ah bon? Ouais, je me rappelle d'une discussion comme ça. C'est est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes à la fois? Mais quand même, sous-entendu, est-ce qu'on peut avoir plusieurs engagements sans risquer d'être infidèle ou déloyal? Parce que c'est ça que ça charrie aussi la notion d'engagement, la notion de fidélité et de loyauté. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs amours qui ne se font pas concurrence? S'ils sont pluriels et pas multiples. Moi je dis, s'ils sont multiples, ils ne se font pas concurrence. S'ils sont pluriels, ils risquent de rentrer en opposition. Je ne sais pas si c'est clair, ça. C'est une hypothèse, enfin. C'est un sujet à la fois, comment dire, risible, enfin, je ne sais pas, on en rit facilement. Et en même temps, c'est un sujet fondamental, je pense, même par rapport à notre question de l'engagement professionnel, l'engagement des professionnels. C'est-à-dire, par exemple, dans l'EHPAD, peut-on aimer plusieurs résidents en même temps? Enfin, en même temps, c'est pas en même temps. Parce que forcément, c'est pas exactement en même temps. C'est quoi? C'est dans la même période. Sans renoncer à l'un pour l'autre. C'est ça la question. Et là, évidemment, il y a une question qui se pose de dire, mais ce partage-là de soi, ce don de soi, est-ce qu'il est extensible? Est-ce que ce que tu donnes en amour, en engagement, est-ce que tu le donnes de telle manière que tu ne l'es plus? Ou est-ce que quand tu le donnes, ça l'augmente? Est-ce que tu le prends à l'un pour le donner à l'autre? Évidemment, dit comme ça, tout le monde va répondre, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
C'est la question, c'est Michel Serres qui j'entendais récemment, vous savez que Michel Serres est mort et que ça, moi ça m'a fait beaucoup de peine parce que c'était encore un de nos rares vieux philosophes, vieux sages, quoi. Et je l'entendais du coup dire que quand tu donnes quelque chose, quand tu donnes 10 euros, tu les as plus. Mais quand tu donnes de l'amour, tu l'as toujours. Donc donner ou partager, évidemment quand c'est un bien matériel, tu t'en sépares. Quand c'est de l'amour, même la question est de dire est-ce que ça augmente? Et là on est très spinoziste si on dit ça. C'est-à-dire oui bien sûr, peut-être partager de l'amour, ça l'augmente. Partager, c'est s'engager, si c'est pas dans les ordres, si c'est pas dans l'armée, si c'est pas... c'était quoi les 4 catégories? Si c'est pas dans le mariage monogame, si c'est dans un agencement complexe, si c'est dans un engagement joie, à ce moment-là, bah oui, s'engager, ça augmente notre pouvoir d'engagement. Enfin, je le dis, mais je voudrais pas le dire avec, comment dire, de façon péremptoire. Je voudrais le dire sous forme de question, en fait. Il me semble qu'on peut aller dans cette voie-là, dans cette réflexion-là. Dans quelle mesure ça se développe, quoi? Ça s'augmente. Ben, on le voit bien, s'il suffit de regarder autour de nous. Il y a des gens, tu te dis, mais comment ils font dans leur journée pour participer, contribuer à tellement de choses, quoi? Et dans leur année, comment ils font? Et le tenir. Et le tenir. Et même soi-même, d'ailleurs. Moi, je me dis ça maintenant que j'ai plus d'enfants à charge. Je me dis, mais comment je faisais? Putain, j'en avais 3 à la maison et tout, mais comment je faisais? Là, il n'y a plus la place. Je peux pas, j'imagine pas, rentrer à la maison, m'occuper encore de mes affaires, lancer la machine à laver, faire à manger, faire mes factures, enfin. Et comment je faisais? Plus engagé dans des associations, des machins. Et pourtant, il y en a, ils y arrivent. Et à mon avis, c'est pas une dotation de naissance. Mon hypothèse, c'est que c'est pas une dotation de naissance. Mon hypothèse, c'est que plus tu t'engages, plus ça se développe. Alors, ça peut se développer jusqu'à la brisure, jusqu'à la cassure, évidemment. Hein. Si je dis ça, mais jusqu'où? Hein. Jusqu'où ce multiple-là, il peut aussi t'entraîner vers l'oubli. Alors, je pense que pendant longtemps, on a parlé d'engagement-sacrifice. Je pense que les mères disaient beaucoup qu'elles s'étaient sacrifiées pour leurs enfants. Le disent peut-être encore. Certaines, mais... Donc en disant même, en rajoutant, mais je l'ai fait avec bonheur. Oui, c'est ça. Il manquerait plus que ça. Je l'ai fait volontiers. Mais avec le regret, c'est que je me suis oublié. Enfin, en tout cas, je n'ai pas pu accéder à mes propres aspirations. C'est ça, évidemment, tu t'engages là. Alors, à l'époque de cet engagement soldat, hein, moi, j'ai fait une enquête, j'ai interrogé des personnes âgées en EHPAD sur le bonheur. Et c'est quoi le bonheur? Qu'est-ce que ça veut dire, le bonheur? Et il y en a plusieurs qui m'ont dit, pour moi, le bonheur, c'est avoir fait son devoir. Et moi, je dirais jamais ça quand je serai vieux. Oui, non, je pense pas. Je te remercie de dire que je ne suis pas encore vieux. Je pense que je ne dirais pas, toi non plus. Non, je crois pas. Donc avoir fait son devoir, Non, je sais pas ce que c'est être à sa place, à la bonne place, et avoir accompli ce que cette place prévoit. Enfin, je sais pas, pour moi, ce serait ça. Donc son engagement, il est très normé, en fait, d'une certaine manière. Et nous, on a quand même disqualifié la notion de devoir. Hein. Or, l'entreprise réclame de l'action par devoir. Ça, j'en suis certain. Sans même nommer. Mais l'entreprise, les organisations réclament, même les institutions réclament. Vous savez que dans le prochain programme de philosophie au bac, on a supprimé la notion de sujet. Vous le savez? Non. Alors, si le COPES, c'est pas ça, alors que le sujet est au cœur des préoccupations du COPES. Oui, mais le COPAS, c'est pas au niveau du bac. On est bien au-dessus. Et ça,
Et on a supprimé la notion d'autrui. Mais pourquoi on supprimerait la notion de sujet ? Parce qu'on se plaint de l'individualisme que cette notion de sujet a généré, de cette perte du collectif et de cette perte du sens du bien commun ou de l'intérêt général. J'imagine, enfin alors ça c'est une pure interprétation, hein. Mais ce qui court quand même dans l'opinion, c'est quand même qu'il y a un individualisme forcené qui te fait négliger tes devoirs envers ton prochain ou tes obligations envers l'intérêt général. J'imagine, alors, je suis tout à fait prêt à entendre la contradiction sur ce sujet parce que c'est mon interprétation, j'en sais rien, mais il me semble qu'on dit ça. C'est aussi l'attaque de la philosophie des Lumières qui arrive de partout, hein. Quand même dans plein d'endroits, il y a même des livres qui dénoncent la philosophie des Lumières comme l'entrée de la décadence, d'une société de décadence, quoi. Le ni Dieu ni maître de la philosophie des Lumières et l'avènement du sujet, comme sujet désirant, c'est attaquer vachement en fait. Peut-être qu'on a raison de l'attaquer, hein. Je fais exprès quand même, parce que sinon ça ferait les mauvais qui attaquent et les bons qui n'attaquent pas. C'est même si moi je ne me rends pas bien compte pourquoi on a raison. Parce que je me dis peut-être qu'on n'a pas été assez patient. Peut-être que le passage par un individualisme forcené, je pense qu'à moi, je me rappelle, c'est une anecdote, je me rappelle mon fils rentrant de l'école, il avait 7 ans, et il dit, tu te rends compte, il était furieux, parce qu'il y a un moment donné, il était avec son frère, hein, il ne rentrait pas tout seul de l'école. Protection de l'enfance. Il dit, tu te rends compte, il y avait en face de moi une vieille, et je ne sais pas quel âge elle avait, la vieille, en face de moi, qui arrivait en face de moi, une vieille sur un trottoir qui ne peut me permettre de laisser passer qu'une seule personne. Et ben devine qui c'est qui a dû descendre au risque de mourir, c'est moi, il disait. Alors que quand même, s'il y en a une qui doit mourir, c'est la vieille, puisqu'elle a moins de valeur, puisqu'elle est vieille. Il disait ça, hein. Il disait ça, donc il était vraiment conscient de sa valeur, quoi. Je pense, hein. Ah ben j'ai moralisé. Non, j'ai une réponse nulle, je pense. Je pense que j'ai moralisé tout de suite. J'ai dit, mais bien sûr qu'il ne faut pas que tu meurs, mais il faudrait se débrouiller pour qu'aucun des deux ne meure, quoi. Enfin, tu vois. Hein. Mais quand même, dire que la vieille doit mourir parce qu'elle est vieille, ça, c'est pas juste, quoi. Surtout que c'était peut-être une vieille de 30 ans. Ça, c'est possible, ouais. Toi-même, tu veux dire que si elle avait 90 ans, elle pouvait mourir. C'est ça. Donc, évidemment, agir par devoir, donc ces engagements qui sont prévus à l'avance, qui te sont même légués. Vous savez quand même combien de générations ont fait ce que nos parents nous ont dit de faire, quoi. Combien de générations ? Moi, je pense que c'est pratiquement jusqu'en 68, en fait. Peut-être que je dis des bêtises, historiquement, je ne suis pas historien, mais il me semble que pratiquement c'est jusqu'en 68 qu'on lègue à ces enfants ce qu'ils ont à faire. Et peut-être même que, en tout cas en France, mais alors dans plein de pays dans le monde, c'est encore le cas, on lègue aux enfants ce qu'ils ont à faire, donc leurs engagements sont prescrits. On leur dit même avec qui il faut qu'ils se marient. Dans combien de pays dans le monde encore, et en France, il n'y a pas si longtemps que ça. Et peut-être même, alors si on écoutait Bourdieu, peut-être que finalement, sans même le dire, de toute manière, ça se distille. Donc nos engagements prescrits, évidemment, ne correspondent pas à ce que je disais sur un engagement qui serait engagement joie et agencement et plénitude, quoi. Enfin, évidemment, c'est... Donc peut-être que... Et l'engagement prescrit, en plus, ce qui était prescrit, c'est pas seulement la tâche ou l'action, c'est l'idéal que j'appelle, moi, finalement, des fois, un idéal persécuteur. Alors, il n'y a pas besoin qu'on nous les prescrive pour avoir des idéaux persécuteurs. On en a plein, de toutes sortes, qu'on s'est prescrit soi-même. Mais n'empêche que l'engagement prescrit, il prescrit aussi de penser dans cette aspiration-là qui n'est jamais atteignable. Donc tu t'engages, c'était presque peut-être le cas, vers une cause que tu n'arriveras jamais à atteindre. Enfin, vers une cause, c'est bizarre d'ailleurs de s'engager vers une cause. Enfin, vers un but que tu n'arriveras jamais à atteindre. C'est ça, s'engager. Et évidemment, s'engager, l'engagement post-it, c'est au contraire s'engager, tu fais ça, tu arriveras là,
et hop, tu peux passer à autre chose. Donc c'est assez quand même... c'est beaucoup plus confort. Dans le travail social, on s'engage à défendre des causes qu'on n'atteint jamais. Dans le travail de production en usine, on s'engage à réaliser des objets, des produits qu'on réalisera en temps donné. Donc dans le travail social, il y a beaucoup plus d'engagement, d'idéaux persécuteurs que dans le travail de production. Enfin, où est-ce qu'il y a encore des idéaux persécuteurs ? Au travail social, on continue à faire de l'engagement par devoir quand même. C'est-à-dire, en tout cas, alors c'est peut-être pas le devoir qu'on nous a transmis de génération en génération, mais c'est quand même le devoir qu'on s'est donné. En tout cas, peut-être être toujours à la hauteur de ses valeurs, c'est-à-dire n'être jamais dans le réel suffisant. Jamais on est à la hauteur de ses valeurs dans le travail social. Et quand je dis travail social, je peux même l'étendre. Quand je vois... je dis ça, je ne voudrais pas le dire comme une dénonciation, hein, je ne sais pas comment dire. Presque comme une... Je voudrais le dire presque comme... comment on peut prendre soin de ça ? Cette question-là, de dire si sans cesse, par exemple en EHPAD c'est flagrant, en crèche c'est flagrant, tu n'es jamais à la hauteur du prescrit et de l'auto-prescrit, qui correspond à un idéal de prendre soin des bébés, de ces êtres si importants, si riches, si vulnérables, etc. Et en EHPAD, tu n'es jamais à la hauteur de prendre. Et dans le travail social, tu n'es jamais à la hauteur des principes ou des valeurs de justice que tu t'étais donné pour faire ça. Jamais. Ce que tu fais, c'est du pipi de chat par rapport à l'écart. L'écart entre l'idéal persécuteur, enfin l'idéal et le réalisé est énorme, quoi. Du coup, qu'est-ce que ce serait ? Alors, du coup, j'en ferais bien une question. On pourrait débattre maintenant, en fait. Oui, on pourrait débattre sur cette question. On pourrait débattre. Oui. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin de ça ? Enfin, pour réduire l'écart, hein ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça, parce que s'engager pour aller vers cet idéal, évidemment, tant que l'idéal est une ligne de mire, il est ressource et il est moteur. Quand l'idéal devient normatif, il est disqualifiant. Vous voyez la nuance ? Je m'engage au nom d'un idéal qui me donne du courage et des forces, et je sais que je ne l'atteindrai pas, mais c'est pas grave, il n'est pas normatif. Il y en a comme ça, des engagements. Mais je m'engage pour faire ça, c'est-à-dire changer ce monde qui ne marche pas ou je ne sais pas quoi, mais je ne le ferai jamais. Et là, c'est pas pareil parce que c'est burn-outant. Burn-outant, ça doit être... C'est un nouveau mot. Oui, c'est bon. Moi, je prends. Dans ce secteur-là où l'idéal est assez lointain, l'idéal ne sert plus de ligne de mire. Il ne sert plus de ressources et d'élan ou de moteur. Il sert de norme. Ah oui, alors là, on est dans la contrainte. Et là, du coup, il y a un trop grand écart entre ce que je réussis à faire et ce que je pense que je devrais faire. C'est pour ça que je le rattachais à la question du devoir. Que s'il n'y a pas concomitance en fait de la promesse et du chemin, c'est peut-être ça qui fait le hiatus et qui fait l'idéal persécuteur, quoi. Tu t'es engagé, tu t'es promis et tu as promis quelque chose d'intenable. Donc, évidemment, par exemple, je ne sais pas si on disait faire en sorte qu'il y ait plus de justice sociale ou plus d'égalité ou plus de fraternité quand on est assistante sociale. Ça, c'est un idéal. Tu dis, je contribue, je suis un colibri, moi. Enfin, j'apporte ma part, quoi. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave si le monde n'a pas changé une fois que j'ai agi. Enfin, c'est pas. Mais quand même, tous les jours, j'ai l'impression que ce que je fais, non seulement ça y contribue pas, mais ça fait le contraire. Alors là, c'est là où la question du normatif intervient. Et ça, c'est ça où ça se retourne contre toi. J'ai vu dans les crèches, on dit, surtout vous utilisez, des crèches, on dit, vous n'utilisez pas le mot materner. Ça, c'est l'affaire de la mère. Attention aux bisous. Pas trop. Attention, quand tu veux te saisir d'un enfant, tu
tu dois absolument le regarder dans les yeux, le prévenir, lui dire ce que tu vas faire, et puis comme ça tu t'en fais un sujet, tu n'en fais pas un objet, tu ne prends pas comme un truc. Tu vois. Tout ça, dans les faits, c'est contredit sans cesse. Les 3 trucs là. Bah oui, bien sûr. Alors vous y connaissez plus en crèche que moi, hein, ça c'est sûr. Mais j'y suis allé pas mal, dans quelques crèches. Et tout ça, c'est contredit sans arrêt. Donc la question que tu dis, mais par exemple, l'histoire du maternage, donner des bisous. Évidemment, ce bébé-là, j'ai trop envie de le prendre dans mes bras. Et c'est aussi ça qui me donne de l'énergie, de l'envie, du désir. Enfin bref, je fais mon travail avec désir parce que j'aime le prendre dans mes bras. Sous-entendu d'ailleurs, quand même, ça lui fait pas de mal parce que finalement, ces enfants-là, après tout, ils ont besoin d'amour. Comme en EHPAD, il dit ça, ils ont besoin d'amour, les vieux, quand même. Et on dit, mais non, l'amour, c'est la famille. Tu vois, c'est pas toi, c'est la famille. Comme en crèche, l'amour, c'est la mère. Et alors, d'où je puise mes capacités d'engagement, parce que... Donc pour moi, c'est ça la contradiction, et c'est peut-être ça. Tu me diras, c'est peut-être ça votre travail. Il me semble que le collectif, la notion de collectif, une fois je suis intervenu dans une PMI, et je leur demandais comment ils se considéraient comme collectif. Donc c'est un groupe, c'est une équipe, et je leur disais, est-ce que ça existe chez vous la notion de les copains d'abord? Ils n'étaient pas contents du tout que je dise ça. Mais c'était pour faire des degrés dans cette notion de groupe. Est-ce qu'elle est complètement instituée? Est-ce qu'elle s'institue elle-même? Est-ce qu'elle crée une solidarité qui échappe même aux prescrits ou aux désignations des places des uns et des autres? Mais dans ce que vous dites, quand vous dites sans travail de groupe ou sans équipe, on ne peut pas considérer l'autre comme un sujet. À la fois, ça m'intéresse. Pour moi, c'est presque une énigme dont je pressens la validité. Mais j'aimerais bien... ça me fait penser à une discussion entre Ricoeur et Lévinas. Je fais une petite référence. Ricoeur, donc 2 philosophes contemporains. Je ne sais pas si ça compte de dire que l'un est protestant, l'autre est juif, enfin, mais je pense que ça compte un peu. Et Ricoeur dit c'est l'institution qui nous permet le gré à gré d'une certaine manière, qui fait, il dit ce que vous dites en fait. Ricoeur dit ça, c'est l'institution qui permet qu'on considère l'autre comme un sujet. Mais il dit par exemple, le facteur a sonné à la porte, je l'ai reçu très courtoisement, il m'a parlé très courtoisement, mais nous serons tout le temps dans un rapport de rôle à rôle quand même. Nous n'échapperons pas chacun à nos rôles. Enfin. Et il dit, mais c'est ça, c'est cette base-là aussi qui permet à l'intérieur, peut-être, ou qui permet un équilibre sociétal suffisant pour qu'il y ait des relations de gré à gré. Et Lévinas dit c'est l'inverse. S'il y a institution, c'est qu'il y a éthique. S'il y a institution, c'est qu'il y a reconnaissance de l'autre comme sujet et qu'il y a expérience primaire, primitive de l'autre comme sujet. Et c'est ça qui fait tenir les institutions. Il dit l'inverse. Bon, après, ils discutent pendant longtemps, alors je ne peux pas retracer toute la discussion, mais je trouve que cette discussion et cette polémique même entre les deux, elle est incroyablement au cœur des institutions et des engagements. Pour moi, elle est... Et j'arrive pas à la trancher. Enfin, si, je penche un peu pour Lévinas, quand même. Vous l'avez senti. Mais en même temps, je comprends bien qu'on n'ait pas à trancher. Ce n'est pas si simple. Ça vous paraît clair ou fumeux ce que... Non, parce qu'en tout cas, la question de la reconnaissance me semble absolument fondamentale dans notre question d'engagement. Et là, pour le coup, je serais un peu Ricoeur. Je me dis, mais la reconnaissance, c'est toujours un parcours. J'aime bien cette idée. Donc, j'ai l'impression que l'estime de soi, c'est toujours un parcours et qu'elle prend plusieurs facettes, enfin, plusieurs sources.
Et que finalement, nos engagements sont faits de haut et de bas aussi, même de mésestime. Tu t'engages, ça marche pas, t'es pas content, et puis t'es pas sûr de la cause que tu défends. Enfin, en tout cas, pour avoir fréquenté des militants, des syndicalistes, des gens, enfin, je vois bien que c'est jamais constant le rapport, enfin, la restitution que l'engagement nous apporte, quoi, Oui, mais si ou la reconnaissance. Si on n'a pas de Donc, gratifiante, l'engagement ne tient pas. non, mais donc il y a des moments gratifiants et des moments non gratifiants. Ouais. Mais c'est pour ça que je dis que j'échappe un peu, parce qu'il me semble que finalement, sentir les mères qui disent « je me suis sacrifiée pour mes enfants, mais je suis content du résultat », j'imagine qu'il y a des moments un peu sombres d'oubli de soi, enfin, et même d'estime de soi, parce que tu n'es jamais sûr d'être un bon parent. Je me souviens de ma mère qui me disait « est-ce que j'ai été une bonne mère ?» Elle m'avait dit ça, tout à coup, en pleurs. Elle m'a dit ça en pleurs. Est-ce que j'étais une bonne mère? J'étais incapable de répondre à la question. Sans blague, sans blague. Ricard a fait une distinction. Enfin, dans ce parcours de reconnaissance, il y a une étape fondamentale où il y a une partie fondamentale, parce que je pense que c'est pas seulement chronologique, c'est aussi récursif, mais il parle d'attestation. Qu'est-ce qui atteste de la valeur, de la validité, peut-être même de la légitimité de mon engagement. Enfin, ce serait... Donc c'est pas seulement c'est pas seulement les gratifications que j'en tire, ou c'est pas seulement l'admiration. Enfin, c'est simplement des fois l'attestation. Je trouve ce mot est vraiment très intéressant en fait. C'est-à-dire, et parce que du coup l'attestation ne dépend pas forcément de quelqu'un. Et j'imagine que, enfin, par exemple, c'était exactement ce qu'ils appelaient le vrai travail. Le vrai travail c'est que le résultat obtenu suffisait. Il n'y avait pas besoin de chef qui dise c'est bien ce que tu as fait. Je pouvais moi-même, avec mes propres critères d'évaluation, me dire c'est du bon travail et c'est du vrai travail. Et du coup, j'ai l'impression que eux échappaient. Alors peut-être c'est pas vrai, je sais pas, c'est une interprétation, mais ils échappaient au souci de reconnaissance côté, en tout cas gratification, ou côté peut-être même admiration, c'est-à-dire c'est le travail lui-même qui était admirable, le résultat du travail qui était admirable. Enfin, c'est-à-dire que l'engagement d'un point de vue fonctionnel, de toute manière, il est partout et tout le temps. C'est-à-dire on s'engage toujours, tu te lèves le matin, tu t'engages. Enfin bref, l'engagement même comme promesse. Hannah Arendt disait une société tient sur la promesse et le pardon. Ça pas inintéressant de dire oui, c'est pas possible qu'on ne se fasse pas des promesses. C'est pas possible. Après, l'engagement comme valeur phare, comme valeur mana, comme valeur incantatoire, comme valeur. Enfin, c'est ce que fait aujourd'hui l'entreprise, parce que la valeur de l'engagement, maintenant il y a un observatoire de l'engagement, il y a des mesures de l'engagement, des sociétés de conseil qui accompagnent la mesure de l'engagement. Alors peut-être pas dans le social, mais dans l'entreprise, je peux vous dire que c'est pas du tout obsolète. C'est même sur le devant de la scène. Comme valeur, je sais pas, oui, comme valeur. C'est une inquiétude, c'est-à-dire du coup c'est pas seulement vitrine, c'est-à-dire ça, il me semble qu'il y a quand même des tas de gens qui se plaignent du désengagement. Il y a même le slogan « dégage ». Non, c'est pas ça. Mais, et du coup, moi je dirais pas que c'est une... Enfin, de toute manière, moi ça m'intéresse toujours les valeurs vitrines. J'ai l'impression que, quand même, on peut pas mépriser les valeurs vitrines. C'est-à-dire que finalement, quand même, elles soutiennent quelque chose. Et si on veut bien s'y arrêter, elles sont des espèces de boîtes de significations multiples et variées. Des fois, je dis que c'est même des trésors de signification. Tant qu'on en reste à la vitrine, on s'emmerde et c'est presque allergène. Mais quand on veut bien rentrer dedans... Donc c'est pour ça que moi, je faisais cette balance entre l'engagement, effectivement, soldat, que j'ai appelé l'engagement soldat, c'est un peu schématique de dire ça, et puis l'engagement joie ou l'engagement composition, agencement.
Et qu'évidemment, il me semble qu'on va plus vers celui-là. Quand je parlais de la fève et du syndicalisme, je disais la fève, oui, elle a peut-être su trouver le mode d'engagement, mais le mot engagement reste. Eux, ils l'utilisent. Hein. Mais effectivement, il n'a pas la même signification. La notion, enfin, est-ce qu'on ne va pas changer de notion sur notre manière d'être en rapport avec le monde, avec les autres, avec l'action? Et du coup, je me dis, est-ce qu'on change, quoi? Il faudrait un nouveau paradigme, en fait, si la notion d'engagement est un paradigme. Et j'ai l'impression qu'en tout cas, si ce n'est pas à nous de décider, à moins qu'on vote ici, mais si ce n'est pas à nous de décider, si c'est l'époque qui décide, j'ai l'impression que pour l'instant, ce n'est pas obsolète, que, finalement. Mais qu'il y a un glissement. J'ai rencontré, il n'y a pas longtemps, parce que j'ai participé à un colloque, j'animais de protection de l'enfance, et j'ai rencontré une jeune qui est venue participer à la table ronde, qui était incroyable, de détermination pour porter la parole. Enfin, elle est sortie du dispositif, mais elle était incroyable de détermination pour témoigner de tout ce dont elle avait manqué. Mais elle le disait avec tellement de dynamique et de joie que ça plombait pas trop l'ambiance. Je lui avais dit, tu sais, il y aura que des éducateurs, 300 éducateurs dans la salle. Si tu leur dis qu'ils ont tout raté, il faudrait quand même leur donner un peu de reconnaissance. Mais bref, et elle disait ça. Elle disait, à peine tu t'attaches, et l'autre il s'en va, et même il te dit pas au revoir, quoi. Et peut-être que lui s'est pas attaché, mais moi oui. Donc c'est pas cette relation, cette asymétrie là. Elle est un peu plombante, enfin plus qu'un peu même. Elle est très très déstructurante. Elle le disait aussi comme elle parlait même. Elle disait un éducateur qui était mon référent, parce que ils disent pas éducateur, ils disent référent. C'est vrai que c'était un peu sec comme mot, mais mon référent, ça faisait 4 ans qu'il était mon référent, là il y avait quelque chose, quoi. Et elle disait, il m'a donné son numéro de portable perso et il a été sanctionné pour ça. Et on lui a retiré mon suivi. Et là, pour elle, c'était incroyable, quoi. Et elle disait, mais moi, je vais vous dire comment il faut faire. C'était trop beau, parce que elle le disait en plus avec une telle jubilation, c'était incroyable. Elle disait, la première fois qu'on se rencontre, hein, moi je peux peut-être faire quelque chose pour toi et toi tu peux faire quelque chose pour moi. Mais la première fois qu'on se rencontre, en fait, l'éducateur il me pose plein de questions sur moi, il faut que je déballe tout ça. Mais si on faisait l'inverse, c'était moi qui posais plein de questions à l'éducateur. On inverse radicalement. Ah, et alors, ça donnerait quoi? Eh ben, comme ça, je sais pas, j'apprendrai à le connaître, et après je me livrerai plus facilement, ou après je partagerai des trucs intimes avec lui, mais d'abord, que je sois en confiance avec lui. Hein. Et elle donnait plein de petits conseils aux éducateurs. Et rien que ça, c'est-à-dire comment on s'engage dans cette relation où l'un est payé, l'un est professionnel et l'autre un amateur, si on peut dire, où l'un est payé pour, dans une durée limitée, et l'autre ne sait pas quelle pourrait être la durée. Donc il y a une asymétrie radicale. Alors, peut-être que toute relation s'inscrit dans une asymétrie radicale. Peut-être, hein. Oui. Mais peut-être toute relation humaine, quelle qu'elle soit, en fait. Il y a une asymétrie. Tu sais jamais dans quelle... Tu vois, tu t'engages dans une relation avec l'autre, mais c'est sûr que ce que l'un donnera à l'un, c'est pas ce que l'autre donnera... Enfin, donc il y a une asymétrie du don dans toute relation, je pense. Mais quand même, comment faire pour qu'elle souffre moins de cette asymétrie ? Parce que par exemple, je m'engage dans une relation amoureuse, je m'aperçois que l'autre il m'aime pas et moi je l'aime beaucoup, bah ça fait mal, quoi. Ça fait hyper mal, quoi. Même si on est assez sage ou assez réaliste pour penser que c'est ça la vie, que la symétrie, ça se conquiert. Mais j'ai espoir de la conquérir, une certaine symétrie. Même si j'accepte une altérité, j'ai espoir. Alors que le jeune, son espoir... De toute manière, même s'il a espoir, ça ne marchera pas puisque l'autre il va se barrer. Alors il y a
Par exemple, je travaillais avec Village SOS, SOS Village, SOS Village. Village SOS, ils disent que là, ils disent non, mais même la relation peut perdurer bien au-delà de la mesure. Au contraire, elle est souhaitable. Eux, ils disent ça. Donc il y a une politique institutionnelle de l'attachement souhaitable. Ils disent pas que c'est obligatoire, mais ils disent que c'est souhaitable. Eux, ils disent donc il y a une vraie politique. Comment ? Il ne manquerait plus de dire que c'est obligatoire. Ah, ben, c'est marrant parce qu'on pourrait rendre obligatoire le détachement, mais pas obligatoire l'attachement. Bah oui. Il y a moins de danger à s'attacher qu'à se détacher. Moi, je pense aussi, mais c'est pas ce qui se dit tout le temps. C'est le contraire qui se dit, non ? Puisqu'on parlait de séparation. Non, alors, j'ai oublié de te dire que nous sommes dans une salle de spectacle. Et que à 21h, c'est comme le bal de Cendrillon. Ah, il est 21h ? Oui. Vous voulez pas que je fasse une conclusion À la pitié. à la pitié ? Oui, vas-y. Vous voulez ? Oui. Enfin, j'en avais préparé une, mais je me dis que c'est plus drôle une conclusion à la pitié. Oui. C'est Fureur et mystère de René Char. Bon, c'était un engagé, lui. Hein. C'était même un enragé. Seuil. Quand s'ébranla le barrage de l'homme, aspiré par la faille géante de l'abandon du divin. Des mots dans le lointain, des mots qui ne voulaient pas se perdre, tentèrent de résister à l'exorbitante poussée. Là se décida la dynastie de leurs sens. Wow. C'est bien comme conclusion, non, vous ne trouvez pas ? C'est Alors, bien. non, mais ça demanderait justement une conclusion comme celle-ci, de faire une deuxième saison, vous voyez, pour pouvoir, on médite sur ça et on revient avec les pensées. Bon, en tout cas, Bernard, mille merci. C'était... Ah oui, je crois qu'on peut...